Notre génération a grandi avec des images d'une Afrique désespérément en difficulté. Des images parfois confuses qui nous donnent souvent l'impression d'être impuissants face à cette situation. Mais est-ce vraiment le cas? Pour répondre à cette question, pourquoi ne pas partir d'un cas précis? Direction le Mali, en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. 90% de sa population vit avec moins de 2 $ par jour et un tiers souffre de malnutrition. On nous explique qu'ici, il n'y a pratiquement pas d'industrie, il n'y a pas de travail, les caisses de l'État se remplissent difficilement et en plus de ça, il est surendetté. Mais heureusement, il y a le fleuve. Le Niger, c'est le pétrole du Mali, comme on dit ici. Une richesse inestimable qui facilite le commerce, et puis surtout, c'est de l'eau pour l'agriculture. On nous dit qu'au Mali, 75% de la population vit de l'agriculture. Difficile à imaginer pour nous quand on sait qu'en Europe, ce chiffre s'élève à peine à 6%. Pour avoir une idée de ce que ça signifie, nous suivons le fleuve et arrivons dans une zone qu'on appelle l'Office du Niger. C'est le plus ancien périmètre irrigué d'Afrique de l'Ouest et l'un des plus étendus. Les Français, pendant la colonisation, ont fait travailler des milliers de personnes pour la construction d'un immense barrage pour alimenter des canaux d'irrigation afin de produire du coton. Aujourd'hui, on n'y cultive plus le coton, mais le riz. Et la zone est gérée par une entreprise publique, c'est-à-dire par l'État. Concrètement, ce sont des milliers de familles qui vivent et travaillent sur ce périmètre. En rencontrant ces paysans, on a vite compris qu'ici, ça se passe pas vraiment comme chez nous. Seri, Ereshi, Wotro, Unifali, I'm Barakan. Come o Baraburu da Chuya, ne Dugera, me a day Corbale, let Baragale, me a day Corbale. O debe China bo anado ni Suchi, dear Corbale, Chakuya Babu. I'm a Muzro Salina. And it is 27 Nitla, no one goes to it. O 27 Nitla. L'agriculture familiale, c'est ça. Ce sont de petites exploitations gérées par la famille et dont la production est destinée prioritairement à sa propre consommation. Et cette façon de travailler est loin d'être marginale. Ce type d'agriculture fait vivre à peu près 3 milliards de personnes sur Terre, soit 45% de la population mondiale. Mais les paysans que nous rencontrons ont l'air plutôt inquiets. Sanduru ibna sura fala awtara fo ma tan andurla o furukile ke ebo ko desene fara madla ka faraka bo edu mala ka bugu kata to furoi atese awkoro adumu kulobo ka fa ko a furu tese ankoro ka furu musaka ta ka ska anyuru bola atse ko ke ble o ebo kulobo ka fa iba yin pour que dobse ka fara ka furu ka bo gono ko aseta ayi o asete ere ko bana galade be odela de Oui, c'est un Nazara Tarato, ou Yarato de Ménagal. Uru Tamunga, Urutaraga Baratura Barajora. Donc, au fil des années, les familles se sont agrandies et de nouvelles familles sont arrivées. Mais les superficies exploitables, elles, n'ont pas augmenté. Et pourtant, si l'on regarde autour de nous, des terres, il y en a, et beaucoup. Et le fameux barrage qui alimente la zone pourrait permettre d'irriguer jusqu'à 6 fois plus de terres que celles actuellement exploitées. Le problème, c'est que l'aménagement de ces terres, ça coûte de l'argent, et que l'État malien, comme on l'a dit, n'a pas les moyens de supporter de telles dépenses. L'argent dont il disposait jusqu'à présent provenait essentiellement de l'aide internationale et d'institutions financières comme la Banque mondiale. Aujourd'hui, ces apports financiers tendent à diminuer. Par contre, un nouvel acteur montre de l'intérêt pour la zone, les investisseurs privés. En effet, depuis peu, l'État accepte de céder des centaines de milliers d'hectares à des sociétés transnationales et à des grands propriétaires terriens qui ont les moyens de financer eux-mêmes l'aménagement des terres et le réseau d'irrigation. Une solution qui lui a été largement suggérée par la Banque mondiale.
Mais que pensent les anciens de la zone de leurs nouveaux voisins? Dans sa logique, le gouvernement pense que quand il y a beaucoup de superficie, on aura une production assez conséquente pour servir tout le pays. Donc c'est pour l'autosuffisance alimentaire et une sécurité alimentaire. Mais nous ne pensons pas forcément de la même manière. Et il y a une libre circulation, en tout cas sur les textes, c'est permis, circulation des biens et des hommes. Donc ceux qui produisent ici, ils peuvent exporter. Ce n'est pas forcément cette production qui va rester au Mali. Surtout quand les gros investisseurs là vont venir maintenant, ce qui est sûr, nous on va disparaître. Ils vont se nourrir de nous. Donc quand nous aussi on risque de disparaître aussi, vous voyez ce que ça fait. Ça existe dans beaucoup de pays, c'est pas seulement en Afrique seulement, même dans les pays européens, des pays aussi qui sont comme ça. Donc l'agriculture familiale disparaît de jour en jour. Bon, ça c'est souvent des inquiétudes que les uns et les autres soulèvent, les petits producteurs par rapport aux gros investisseurs qui viennent. Quel est l'avenir des petits producteurs? Je suis sûr et certain que les petits producteurs existeront. Dans la mesure où ces gros investisseurs qui viennent ont des objectifs très clairs et très précis, ils ont des objectifs, ils ont des obligations de rentabilité qui les amènent à choisir les spéculations en conséquence et même les modes d'intervention en conséquence. Donc c'est dire qu'à côté de cela, nous aurons toujours des périmètres communautaires avec des petits exploitants qui vont pouvoir produire et subvenir aux besoins locaux. Il a sans doute raison, la cohabitation est possible, mais je ne suis pas sûr que c'est vers ça qu'on aille, vers une cohabitation harmonieuse. Pour qu'elle soit possible, il faut qu'on ait une cohabitation relativement équilibrée. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait une réelle politique aujourd'hui d'appui aux exploitations familiales. Or, ces exploitations familiales sont aujourd'hui dans des grosses difficultés. Si on ne fait rien, elles vont s'affaiblir de plus en plus et un grand nombre va se retrouver exclu. Le deuxième problème, c'est le risque de déséquilibre qu'on va avoir si on a dans une zone 20 000 petits exploitants et qui exploitent 80 000 hectares et en face 50 exploitants qui exploitent 150 000 hectares. On va se retrouver devant un déséquilibre important et probablement une difficulté de l'État et de l'Office du Niger à assurer un service de l'eau équitable entre les différents utilisateurs. Ceux qui prônent cette politique d'ouverture aux investisseurs privés ne semblent pas se soucier des conséquences sur la population locale. Les paysans de l'Office, eux, sont conscients de la nécessité d'une politique qui protégerait les exploitations familiales et ne manquent pas d'arguments pour faire valoir leurs intérêts. Ana wulu ka jɔ an sɛnɛkɛlaw ye nka anw ta ma se ka dɔgɔ a cɛsiri dɔ jɛni o ye ofisi yɛrɛ ye ofisi kana a lajɛ k'a fɔ anw sɛnɛkɛlaw de ye k'a fɔ a sɛnɛkɛla ninnu olu de u b'a kɛ k'a sɔrɔ u yɛrɛ ye donc anw ta bɛ k'a la jisɔngɔ minɛ fu ye ofisi man kan o miiri gouvernement yɛrɛ bɔ nɔgɔ la o kɔrɔ ko jamana bɔra nɔgɔ la mais n'u m'a faamuya ten fɔ anw kɔni an b'an ka jisɔngɔ kani an bɛ taa an sigi ten an b'an ka kalo sara ta n'o kɛra an bɛ sira gɛlɛya min ɲɛ a bɛ jamana sɔrɔ. Bon, je pense que les petites exploitations, c'est des exploitations qui ont une expérience de dizaines d'années. Donc la maîtrise de la technologie est là. Et c'est des paysans. Je vous ai dit que c'est un mode aussi. Nous produisons pour consommer, mais en même temps, nous vendons le surplus. Donc même si nous n'arrivons pas à produire suffisamment, nous sommes obligés de rester. Un homme d'affaires qui vient pour se faire de l'argent, quand il voit que le riz chute, il ne va plus cultiver le riz. Donc chez nous, les petites exploitations, c'est une production garantie, bon an, mal an. Ensuite, les petites exploitations en riziculture, c'est reconnu par tout le monde. La production sur une petite exploitation, c'est toujours plus que la production sur une grande exploitation. Et les grands pays producteurs de riz, tout le monde sait que c'est des petites superficies. Ce n'est pas des centaines de milliers d'hectares. Et en zone office du Niger, nous estimons que l'agriculture familiale, c'est la forme idéale pour augmenter la productivité et garder ce qu'on appelle le ciment social.
J'ai rencontré un responsable d'un pays européen, je lui ai parlé de l'aspect social, il me dit que le social, ça ne se mange pas. C'est faux, j'estime que le social, ça se mange. Au Mali, comme dans la plupart des pays où une majorité importante de la population dépend de l'agriculture familiale, les paysans s'organisent afin de faire entendre leur voix. Le mouvement paysan malien compte un nombre important de militants et se veut un interlocuteur que le gouvernement ne peut éviter. Dans ce mouvement, on retrouve des syndicats comme le Sexagon. L'Office du Niger est capable aujourd'hui, si les producteurs sont suffisamment organisés et s'ils sont accompagnés, honnêtement, de nourrir le Mali et même d'exporter vers les pays voisins. Je suis convaincu de cela. Une bonne organisation et nous arrivons à le faire. Nous sentons que nous avons affaire aujourd'hui à un mouvement paysan qui est parfaitement conscient des enjeux mondiaux et qui ne veut pas perdre le contrôle des ressources productives. Si on veut que les Africains restent chez eux et qu'ils vivent dignement chez eux, il faut qu'on arrête donc de leur tenir un double langage qui consiste à dire ouvrez vos économies, soyez compétitifs, en sachant qu'il s'agit d'une compétition qui ne profite qu'à l'investisseur étranger. Les multinationales, c'est des machines à sous qui ne regardent pas la société, mais qui sont là pour broyer, pour faire tout simplement le profit. Et j'estime qu'il est temps d'arrêter. Et moi, je ne souhaite pas voir mes petits-fils un jour qu'on les appelle des indigènes sur leur propre terre et qu'ils soient parqués dans des zones. Et je me battrai pour ça. Et je pense que toute personne intelligente doit aller dans ce sens et lutter contre. La lutte, de mon point de vue, se mène ici et ailleurs. Donc nous pensons que ce sont les citoyens du Nord et plus particulièrement des Européens avertis qui peuvent aussi mettre la pression nécessaire sur les centres de décision là-bas. Et on est tenu aujourd'hui, ici et là-bas, de comprendre globalement dans quelle barque on nous embarque tous et comment nous en sortir. Comprendre, c'est ce que nous avons tenté de faire durant ce voyage. Nous avons eu l'occasion de découvrir le quotidien de paysans maliens. Nous nous sommes rendus compte que les problèmes rencontrés par ces paysans découlent bien souvent de décisions prises à l'autre bout du monde par une poignée de dirigeants. Décisions trop éloignées des réalités des populations dont elles déterminent le sort. Nous avons compris que ces dirigeants sont en fait influencés par les intérêts économiques d'une minorité. Au Mali, on prive les paysans de leurs terres et de l'euro pour laisser la place à des sociétés transnationales sous prétexte que celles-ci sont plus profitables à l'économie nationale. Nous avons tout ici et nous avons les moyens de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais il y a d'autres choses que nous ne pouvons pas faire. Là, nous avons besoin de l'appui extérieur. Et ils connaissent les pistes. Ils nous montrent les pistes et puis on regarde si cette piste est praticable pour nous, en fonction de nos moyens. C'est comme ça que j'entends le développement. An b'a ɲini u fɛ u k'u kɔfilɛ anw na. Tonya